9h30 en ce vendredi 14 octobre. Bienvenue dans Good Morning Mondial, chers internautes. Et vous avez de la chance pour cette dernière édition sur ce Mondial 2016. Nous allons parler de passion automobile ensemble avec Alfa Romeo et Jeep, deux marques coup de cœur et deux stands coup de cœur aussi sur le Mondial. Sébastien Perret, vous avez l'honneur de diriger les deux marques puisqu'Alfa Romeo et Jeep font partie du portefeuille de marques de FCA Group, Fiat Chrysler Automobile. Bonjour. Bonjour. Nous resterons dans la passion automobile avec vous, Mathieu Flonneau. Vous êtes le commissaire de l'exposition Moteur, l'automobile fait son cinéma. Bonjour. Bonjour. Qui présente plus de 40 voitures mythiques dans l'histoire du cinéma, mais pas des copies, non, les vrais modèles qui ont servi au tournage. Et puis, les nouvelles motorisations hybrides et électriques vont-elles ringardiser le bon vieux moteur thermique? On se posera la question dans l'écho avec vous, Bernard Julien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du GERPISA, vous êtes notre expert filière automobile. Nous parlerons aussi dans cette émission du vrai budget de l'automobiliste, de votre budget automobile. Ça vous concerne tous. Avec vous, Didier Bellecker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la bien connue Automobile Club Association, l'ACA. Et puis nous découvrirons en seconde partie d'émission un métier que vous croyez tous connaître, celui de garagiste automobile, mais au fond sans vraiment savoir comment ils font pour réparer nos voitures modernes. Et oui, c'est un problème, on en parlera tout à l'heure. C'est parti pour l'actu du jour. En Europe, les ventes d'Opel atteignent un volume record depuis 5 ans. Les immatriculations d'Opel en Europe, auxquelles bien sûr il faut ajouter Vauxhall au Royaume-Uni, atteignent 895 000 véhicules depuis le début de l'année. C'est une hausse de 5,2% en un an. Opel totalise 5,9% de part de marché des ventes totales dans l'Union européenne. Les Opel séduisent davantage les consommateurs de 18 pays sur les 28 de l'Union. Oui, parce qu'on compte encore le Royaume-Uni avec nous pour l'instant, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. En France, Opel a encore du chemin à faire, car même avec une progression de 8,3% de ses ventes, elle représente 3,5% seulement du marché hexagonal. Venez découvrir le stand Opel sur le Mondial avec la nouvelle Ampera i et un stand absolument coup de cœur pour la rédaction de Good Morning Mondial. En France, est-ce le début de la fin du tout diesel dans les entreprises? L'essence sans plomb devrait progressivement bénéficier des mêmes avantages fiscaux que le gazole, uniquement bien sûr si elle est utilisée dans un cadre professionnel. Selon un amendement adopté en commission des finances à l'Assemblée, la déduction de la TVA pour le gazole professionnel ne devrait plus uniquement se limiter à ce carburant. Cet amendement au projet de loi de finances 2017 a été porté par les députés de Courson, Bateau et Demilly et il a été adopté en commission des finances de l'Assemblée. Alors la déductibilité de la TVA sur l'essence devrait être progressive, passant d'une déduction de 10% l'année prochaine pour monter en puissance et atteindre 80% en 2021. Donc bonne nouvelle pour vous, les professionnels qui nous regardez. Et puis, comment va-t-on pouvoir immatriculer nos véhicules l'année prochaine? Avec des volontaires pour le service public, c'est ce que viennent d'annoncer pour le service civique. Des volontaires pour le service civique, c'est ce que viennent d'annoncer les pouvoirs publics. Cette annonce surprenante fait suite effectivement à la décision de fermer les préfectures aux immatriculations à partir du 1er janvier prochain. Ce n'est pas une nouveauté, on le sait. Ce sont les professionnels en fait qui auront seuls le pouvoir d'immatriculer les voitures neuves et d'occasion. C'est le procédé de téléprocédure qui existe depuis 3 ans, mais les habitudes ont la peau dure, puisque 80% des voitures d'occasion sont toujours immatriculées aujourd'hui en préfecture, c'est ce qu'indiquent les services de l'État, soit plus de 4 millions de cartes grises d'occasion sur un marché total de 5,5 millions de véhicules d'occasion. Alors résultat, l'État compte mettre en place des centres d'expertise et de ressources titres, les fameux CERT, 47 en France au total, mais les pouvoirs publics redoutent l'afflux des acheteurs de véhicules perdus dans leur démarche et annoncent donc, c'était hier, le renfort de volontaires en service civique. On n'a pas fini de parler de bouchons aussi dans les CERT. Voici l'actu du Mondial maintenant, avec vous Mathieu Flonneau. Vous êtes donc le commissaire invité, puisqu'il y a un commissaire général qui est Jean-Claude Giraud sur le Mondial de l'automobile, commissaire invité de l'exposition Moteur, l'automobile fait son cinéma. Alors pour la première fois sur le Mondial, dans le hall 8,
Plus de 40 voitures mythiques du cinéma sont exposées. Elles parlent à tout le monde. Regardez. Mathieu Flonneau, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-la-Sorbonne, professeur d'histoire des civilisations, mais vous êtes surtout pour nous un auteur d'ouvrages sur l'automobile. Automobile, les cartes du désamour, l'autorefoulement et ses limites, et avant cela, les cultures du volant, ou encore l'automobile à la conquête de Paris. Vous en savez un rayon sur l'automobile. Et dans ce pavillon 8, donc tout en haut du parc des expositions, vous avez réussi le tour de force de réunir ces 40 automobiles mythiques. Alors il y a la Mustang de Bullitt, il y a la Jeep Wrangler de Jurassic Park. Faites-nous rêver, citez-nous d'autres modèles. Bon, le hall 8 est un hall surplombant du reste du mondial. Le reste du mondial est magnifique, mais Jean-Claude Giraud l'a dit, le hall 8 cette année attire particulièrement effectivement pour faire rêver, avec des voitures qui, pour beaucoup, sont des voitures authentiques des films. Ces voitures, effectivement, elles parlent à l'imaginaire de chacun parce que le cinéma et l'automobile, finalement, sont nés de façon coïncidente à la fin du 19e siècle. Et le dynamisme du 20e siècle est tout exprimé là, avec eh bien, les sentiments et les sensations que seule l'automobile est susceptible de procurer. Et puis le cinéma, par l'artifice évidemment de la mise à l'écran, les restitue et continue de faire rêver. Alors vous en avez cité quelques-unes, il y en a plus, hein, il y en a 48. Ces voitures, il y en a de toutes les marques. Il y a une très belle Alfa Romeo qui a servi dans le lauréat. Bon, voilà, c'est un petit échantillon de ce que le rêve automobile peut encore procurer aux gens. Ouais, puis on en a pour tous les âges. On a la Camaro de Transformers. Alors ça, c'est pour les enfants de tous âges d'ailleurs. Mais ce point-là est intéressant parce que toutes les générations s'y retrouvent. Et effectivement, tout le monde rentre un peu dans cette salle obscure au départ, qui est le hall 8. Puis tout le monde en ressort radieux parce que... Oui, ça c'est intéressant. Elle porte bien son titre, cette exposition, l'automobile fait son cinéma, parce qu'il y a projection de films mythiques, voilà. D'extraits de films mythiques. Alors les voitures ont été comme rassemblées. Le Cornio, par exemple. Voilà, les voitures ont été rassemblées par la FFE et Laurent Herriou, qui est le coordinateur automobile habituel de ce hall. Et puis il y a des images que l'INA a fournies, que nous avons sélectionnées, et qui, en cas de manque du véhicule, eh bien, le rappelle à l'écran. Et donc, de ce fait, on a aussi des sensations. C'est un hall qui se mérite aussi, parce que, bon, on peut être... D'abord, il faut y monter. Oui, il faut y monter, bien sûr. Et puis, on peut être aussi, comment dire, au ralenti. On peut s'asseoir, il y a des fauteuils de cinéma. L'ambiance est très agréable. On quitte la furie, la folie du mondial. Un petit peu, mais je rajouterai quand même un point qui me paraît très important comme historien, c'est que il dit beaucoup, par son succès, de la demande patrimoniale d'automobiles à Paris. Absolument. Paris où il n'y a pas d'automobiles exposées dans des musées, ce qui peut paraître scandaleux au regard de toutes les mémoires historiques, ouvrières, sociales, industrielles. Paris, de ce point de vue-là, eh bien, 15 jours s'illumine avec un hall qui quand même fait 3 fois plus de visiteurs que le plus grand musée automobile français. Donc il y a là quand même matière à réflexion. On avait des usines autour de Paris, on avait Billancourt notamment, on n'a pas de patrimoine de tout cela. En tout cas, son exposition demeure extrêmement lacunaire. Et Jean-Claude Giraud l'évoquait, le commissaire général, on pourrait prolonger le salon 15 jours avec ce hall. Et à mon avis, le succès ne se démentirait pas. L'automobile, c'est un objet de culture populaire, ça ne fait aucun doute. De toutes les cultures, c'est un objet qui est transverse, qui mobilise tous les univers. Et puis, dans cette exposition, il y a un camion. Le camion, c'est de l'automobilisme. Il y a le Berlier. Un Citroën, un Berlier. Non, Berlier de 100 000 $ au soleil. Et, voilà, c'est ça. Voilà. Quand les types de 120 kg disent certaines choses, ceux de 60 kg, c'était la scène juste à côté de ce camion. Rendez-vous dans le hall 8 pour visiter cette magnifique exposition. Merci Mathieu Flonneau, on vous libère. Merci à vous. Vous êtes dévoué aux visiteurs et le mondial ouvre au public dans quelques minutes. Excellente journée à vous. La grande histoire de l'automobile s'écrit aussi au présent, chers internautes, et certaines marques suscitent toujours la passion, comme Alfa Romeo ou Jeep. Voici notre invité dans Good Morning Mondial.
Sébastien Perret, vous dirigez 2 marques automobiles, un fait rare pour être souligné, Alfa Romeo et Jeep en France, 2 marques du groupe Fiat Chrysler Automobile et 2 stands parmi nos coups de cœur sur le mondial, ceci dit tout à fait sincèrement, très visités, avec de l'originalité, une vraie histoire à vous raconter, cher public. Je vous propose de commencer tout de suite par une visite du stand Alfa Romeo, comme si vous y étiez. Jean-François Serre, on est sur le stand Alfa Romeo, il est noir de monde. Exactement, hein. Manifestement, à chaque fois que Alfa Romeo est présent en France et avec des nouveautés, c'est toujours un très grand succès auprès du public. Ça doit faire chaud au cœur pour les équipes. Oui, ça fait chaud au cœur et de certaine manière c'est rassurant aussi parce qu'on sait que c'est une image extrêmement importante, c'est un véritable attachement des Français en général pour la marque Alfa Romeo, on le sait dans nos études et à chaque fois ça se vérifie sur le mondial. Quelle histoire est-ce que vous racontez au public sur le stand Alfa Romeo ? D'une certaine manière, comme beaucoup de constructeurs, on essaye de passer les messages de l'image de marque, les messages forts de la marque Alfa Romeo, une marque au passé prestigieux, une marque à l'image sportive extrêmement ancrée. Et c'est exactement ce qu'on souhaite démontrer sur ce stand, une ambiance noire, mais on est, comment dirais-je, enfermé dans des images très dynamiques et sensuelles en même temps, parce qu'Alfa Romeo c'est une image de style également. Donc voilà, c'est ce qu'on le retrouve sur ce stand, tant au niveau des images projetées que de l'ambiance générale du stand et des modèles exposés. Alors on se trouve devant la star du stand, donc la Giulia, qui est arrivée en concession au mois de juin. Et là, il y a une révélation, c'est la Veloce sur le mondial. Exactement, c'est la nouvelle version plus sportive encore, hein, 4 roues motrices, des motorisations diesel et essence encore plus puissantes, puisqu'on est en train de parler de puissance allant de 210 chevaux sur la version diesel à 280 chevaux pour le 4 cylindres essence, donc des puissances confortables comme on dit. Et elles viennent compléter la gamme qui a été commercialisée en France depuis le mois de juin. En version diesel, boîte mécanique, puis boîte automatique, puis les premiers moteurs essence 200 chevaux et enfin une autre finition importante en France, la version Lusso qui est la plus richement équipée. Et on est devant cette Giulietta qui est un produit qui a 6 ans mais que vous avez restylé au printemps dernier et incrémenté l'intérieur des nouvelles fonctionnalités. Exactement, la Giulietta est toujours jeune, elle a toujours un style qui fait l'unanimité. Donc on a fait évoluer cette gamme au printemps dernier, d'une part en termes de motorisation avec un turbo diesel 120 chevaux accouplé à une boîte double embrayage, à l'agrément extrêmement agréable. Et puis également on a amélioré les niveaux d'équipement et notamment en termes de connectivité embarquée où on se remet au goût du jour d'une certaine manière. Et donc ça fait un ensemble cohérent puisque la face avant, comme pour la Mito, récupère l'esprit de la façade de la Giulia, donc l'esprit de famille est respecté. Voilà, on a désormais avec la Giulietta, toujours le best-seller de la gamme, une belle cohérence de gamme. Et oui, l'image d'Alfa Romeo semble intacte auprès du public, Sébastien Perret. Oui, c'est plus de 100 ans d'histoire de marque qui a fait rêver beaucoup de personnes, qui fait toujours rêver, même les enfants. Et parce qu'elle a toujours marqué les esprits par d'abord un coup de crayon unique. Je crois que de tout temps, alors dans un passé très lointain, on a travaillé avec tous les grands carrossiers italiens. Et aujourd'hui, Bertone, Pininfarina, Pininfarina, pardon. Tous ont travaillé pour Alfa Romeo. Et même dans une histoire plus récente, nos voitures gagnent régulièrement des prix de design, que ce soit la 4C, la Mito. Donc nos voitures ont toujours fasciné par leur esthétique. De plus, il ne faut pas oublier que l'âge d'or d'Alfa, c'était aussi des voitures qui étaient réputées pour leur sportivité et un châssis exceptionnel. Et avec la Giulia, on revient à 200% à l'ADN d'Alfa, qui est des voitures belles avec un châssis exceptionnel. Ça a été souligné par vos confrères, les journalistes. Il y a vraiment un châssis unique et un plaisir de conduite, un toucher de route qu'on retrouve à 200% avec la Giulia. Alors justement, cette fameuse Giulia, elle a mis du temps à naître, hein, plusieurs années d'attente. Les réseaux partout attendaient et finalement elle est sortie. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était restée bloquée dans les tuyaux? Non, pas du tout bloquée dans les tuyaux. Alors il faut comprendre, dans les plans produits du groupe Fiat Chrysler, c'est ça la question. L'histoire de Fiat Chrysler, parce que c'est une histoire relativement récente, hein, puisque la fusion avec Chrysler date de fin des années 2000, oui. 2010. Donc c'est vraiment une histoire très récente. Elle s'est faite à vitesse grand V. Quand vous regardez dans l'histoire de l'automobile, aussi les rapprochements de groupes, on a dû d'abord rapprocher deux cultures, deux entreprises. Le monde européen et le monde américain. Tout à fait, j'ai pu travailler là-dessus. Donc c'était toutes les énergies
était focalisé sur ce rapprochement, donc certains plans produits ont pris du retard, mais il fallait avant tout à la fois sauver Chrysler aux États-Unis. Maintenant, les résultats sont remarquables avec une marque et des marques, notamment Jeep, qui progressent. Ça, c'est le savoir-faire, la marquillonnée touch. Exactement. Et maintenant, la fusion est faite, on lance des produits et que ce soit Jeep ou Alfa, on retrouve des taux de croissance importants sur les différents marchés. Ouais. Et puis on a alors, donc elle est sortie, ça y est, elle est dans les showrooms. Est-ce que en France et en Europe, et en France tout particulièrement, elle démarre bien, cette Giulia? Elle démarre bien. Alors il faut savoir qu'en France, Alfa Romeo, c'est le premier marché en dehors de l'Italie, hein, c'est la France. C'est pas l'Allemagne qui est un plus gros marché, donc ou l'Angleterre. Le deuxième pays en dehors du berceau. Oui, alors ça restera pas forcément très longtemps puisque la Chine et les États-Unis sont au programme d'Alfa Romeo. Néanmoins, ça montre l'attachement des Français pour la marque. Donc il y a un vrai patrimoine, il y a une vraie histoire entre les Français et Alfa Romeo. Ouais. C'est notre latinité qui s'exprime. Oui, mais je crois que les Français aiment les belles choses et les Alfa sont des belles voitures. Oui, absolument. Il y a aussi donc cette Giulietta qui est âgée de 6 ans à laquelle vous redonnez donc un coup de jeune. En fait, avec le lancement de la Giulia, on voulait donner un air de famille plus prononcé entre tous les modèles. Alors, depuis des années, vous avez le Trilobo, mais quand vous regardez bien, ce Trilobo évolue dans les détails, et que ce soit la Giulietta ou même la Mito, donc nous avons profité du lancement de la Giulia pour remettre un design au goût du jour sur la Mito et sur la Giulietta, plus bien entendu tout ce qui concerne la connectivité et les nouveaux systèmes de navigation et des applications par rapport à toutes les demandes des nouvelles générations. Et vous dites le Trilobo? Le Trilobo, en fait, c'est la calandre. En fait, voilà, c'est le nom. C'est la face avant de toutes les Alphas qui est caractéristique. C'est ce fameux V, plus après les deux moustaches. Donc on appelle ça le Trilobo dans les termes techniques du design. Et vous le retrouvez sur toutes les Alphas. Donc quand vous voyez une voiture dans la rue avec ce Trilobo, vous comprenez tout de suite, ça peut être qu'une Alpha. Et puis alors, les passionnés le savent, il y avait aussi le fameux Quadrifoglio Verde. Une très belle histoire. Il est resté toujours présent. Toujours présent. Alors depuis 1923, donc ça montre que l'histoire de la marque est extrêmement riche. C'est une très belle histoire. Il faut savoir qu'à l'époque, Alfa courait contre les marques allemandes déjà, donc c'était déjà la concurrence forte. Et il y avait une fameuse course en Sicile qui s'appelait la Targa Florio. On avait engagé 4 pilotes, dont un qui allait créer une marque un peu plus tard qui s'appelait Enzo Ferrari, qui travaillait pour Alfa à l'époque. Et il y avait toujours l'éternel Poulidor. Alors, c'était pas le Poulidor, parce qu'à l'époque, il n'existait pas, mais il y avait toujours le numéro 2, et qui en avait marre d'être numéro 2, et qui avait décidé de peindre un trèfle à 4 feuilles sur sa voiture. Pour se donner chance. Et il a gagné pour la première fois cette course-là. Et donc, quelques mois plus tard, il avait oublié de peindre, malheureusement, ce trèfle à 4 feuilles, a fait une sortie de route, et mort sur la piste, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents. Décidément, le sort s'est acharné. Le sort s'est acharné, mais néanmoins, pour lui rendre hommage, depuis, toutes les Alphas ont ce trèfle à 4 feuilles, plus dans un carré puisqu'il manquait un pilote, dans un triangle. Donc ça, c'est la fameuse histoire. Ouais. Et la Giulia. La Giulia a sa version. 510 chevaux, la voiture la plus rapide au monde en termes de berline. Elle a battu tous les records sur le Nürburgring. 7 minutes 32 secondes, un record impressionnant. Parce que la voiture, je vous dis, a un toucher de route unique et surtout extrêmement légère, avec des matériaux nobles comme le carbone lui-même qui est utilisé. Et c'est un régal à conduire. C'est un produit d'image extraordinaire, mais est-ce que Alfa Romeo veut toujours faire la course avec les marques premium allemandes? C'est le champ concurrentiel aujourd'hui. Donc pour vous, c'est le champ concurrentiel. Aujourd'hui, oui. C'est pas une marque pour monsieur tout le monde en réalité? On espère en vendre le plus possible, mais aujourd'hui, en termes techniques, en termes de positionnement de la marque, il est clair qu'aujourd'hui le haut de gamme est trusté par les marques allemandes, mais il y a une véritable place pour notamment les marques italiennes. Une alternative latine. Maserati, Ferrari, donc il y a une vraie culture du haut de gamme. Vous n'en êtes quand même pas à Maserati ou Ferrari. Non, mais il y a des partages. La 4C par exemple est fabriquée dans les usines Maserati. Le moteur issu de la Quadrifoglio a été développé par les motoristes de Ferrari, et même l'ingénieur en chef de la Giulia est un transfuge, est un Français, Philippe Krief, et qui vient de chez Ferrari, qui a travaillé sur les anciennes Ferrari il y a 5 ans, et qui a été l'ingénieur en chef de ce projet-là. Donc il y a un vrai partage de compétences dans le groupe. On voit bien que l'ADN est toujours là, présent, avec les spécialistes qui préparent notamment les nouveaux modèles. Qu'est-ce que vous nous réservez pour l'avenir? Un SUV? Beaucoup de choses. Dites-nous des choses, savoir, vous n'aurez pas tous les scoops. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que la Giulia inaugure une nouvelle plateforme dite modulaire. Donc on a annoncé 8 nouveaux modèles d'ici 2020. Là, c'est la Giulia, on est en plein lancement. Si vous traversez l'Atlantique au mois de novembre et que vous allez à Los Angeles, vous verrez une deuxième carrosserie sur cette plateforme-là, un SUV,
concrètement. Le nom n'est pas forcément le nom officiel que vous croyez, on verra. Donc un un SUV, un crossover. parce qu'aujourd'hui, voilà. ça permettra d'attaquer notamment le marché américain. Et ensuite, il y aura d'autres carrosseries, puisque la plateforme est modulaire, elle est très bien née, et elle accueillera différentes versions dans les prochains mois. Bon, on a hâte de découvrir tout cela. Combien de concessionnaires Alfa Romeo en France aujourd'hui? 110. 110, voilà. Autre marque de passion, Sébastien Perret, Jeep, mais ce n'est pas la même forme de passion, c'est celle de la liberté. Et justement, un vent de liberté souffle sur le stand Jeep cette année. Écoutez-le. Romain Girard, vous êtes porte-parole Jeep. Le stand connaît un superbe succès depuis le début du mondial. En effet, c'est vrai qu'on a un stand qui est déjà magnifique de par sa taille, plus de 1000 m², et de par l'ensemble des véhicules qui sont présentés. Pour notre année d'anniversaire des 75 ans de la marque, on est vraiment content de présenter toute la gamme et on apprécie la présence de nos clients sur ce stand. Il y a un souffle de liberté sur ce stand avec les matériaux, le bois. C'est vraiment l'idée et c'est au cœur de nos valeurs. C'est vrai que la nature, la passion, l'aventure, c'est des éléments qui sont chers à la marque Jeep depuis sa création il y a maintenant 75 ans, en 1941. Alors on est devant le produit phare de la marque en termes de vente, hein. Ça c'est le Renegade qui est dans une livrée jaune et qui est hyper personnalisable. Exactement, c'est vraiment l'idée du coup de cœur de nos clients. Notre best-seller, notre chouchou sur le stand Jeep, il est vraiment à l'honneur. Ici en jaune, complètement personnalisé, des jantes, aux stickers. On a vraiment un look qui est unique et qui est unique surtout à chacun de nos clients. Et on a aussi tous les éléments de l'ADN de la marque. La calandre à 7 fentes, les phares ronds, les passages de roues mythiques. Donc on est vraiment sur un véhicule qui est très sympa. Alors l'animation sur le stand, c'est le Jeep Ride, c'est un grand jeu concours. Exactement, le Jeep Ride c'est simple, l'idée étant de confronter les personnes étant sur le stand avec les internautes pour tenter de gagner un voyage à Hawaï, donc un superbe cadeau. Et le principe c'est de franchir des dunes ensablées avec le modèle de la gamme de son choix pour tenter de rejoindre la plage le plus rapidement possible. Donc un jeu concours ouvert depuis le premier jour et jusqu'à la fin du salon? Exactement, donc à vos claviers. Et toute la gamme est présente sur ce stand, oui, sous le stand de la plage, hein, on a bien compris. Avec toute la gamme présente, donc avec un Renegade qui représente depuis son lancement au Salon de Genève en 2014 l'essentiel de vos ventes aujourd'hui. Aujourd'hui, le Renegade, c'est le véhicule qui a permis de faire exploser la marque en France. Oui. On en voit partout. Puisqu'il faut savoir qu'en fait, le Jeep a été la marque qui a eu la plus forte croissance. Alors, c'est sûr qu'on part de plus bas, donc oui, c'est plus facile. Néanmoins, c'est une croissance à 3 chiffres. Et aujourd'hui, le Renegade, c'est plus de 7000 ventes en France. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est vu sur les routes, puisqu'il y en a plus de 10 000 vendus depuis le lancement. Et ça nous a permis de toucher le cœur des Français avec le bon produit dans le bon segment en France. Et c'est même 7500 ventes depuis le début de l'année. Donc, effectivement, sur un total de combien de ventes pour on va terminer, je pense, cette année, on va battre un nouveau record. On va battre pour la première fois les 10 000, parce que l'ancien record était à 5 000. Donc, vous voyez la progression fulgurante de la marque dans ces derniers mois. Et on va arriver vers 11 000 ventes cette année. D'accord. Alors, ce n'est qu'un début. C'est qu'un début, certainement. Un élément important, c'est que le réseau des distributeurs Jeep est en train de changer, celui des distributeurs Alfa Romeo aussi. Ils vont fusionner progressivement? Non. Non, c'est pas prévu. Alors, ça les concessions Alfa Jeep? Alors, vous avez en partie raison. Alors, en partie tort et en partie raison, expliquez-nous. Voilà. Parce que ça intéresse beaucoup le public. Donc, si vous allez effectivement dans des concessions Alfa Jeep, vous allez voir qu'on transforme complètement l'image de nos concessions. Donc il y a de nouvelles mises aux normes qui sont appliquées et on a profité de ces mises aux normes pour essayer de aussi baisser le coût pour un concessionnaire du ticket en faisant des normes communes, on va dire, entre Alfa et Jeep. Oui. Néanmoins, ce n'est pas une marche forcée, il n'y a pas une fusion entre les deux marques en France. J'ai aujourd'hui à peu près 60% de concessionnaires qui ont les deux marques et puis j'ai des concessionnaires exclusifs Jeep qui sont très bons dans des villes et des concessionnaires Alfa, Fiat ou Alfa exclusifs qui sont très bons dans la ville. Exclusifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule marque. Qu'ils sont qu'une marque et qui le font très bien. Ouais. Donc il n'y a aucune raison qu'ils ne continuent pas le chemin avec nous. S'ils peuvent investir dans les nouveaux standards, ils font le chemin avec nous. Oui, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a une vraie cohérence entre les deux marques quand on est bimarque sur un même emplacement? Il y a une cohérence de profil client. C'est que ce sont des marques qui font rêver. Il y a un rapport à l'automobile qui est un peu différent. Ce n'est pas forcément des marques, on va parler tout de suite de prix. On va d'abord parler de voitures, de plaisir de conduite, d'évasion pour Jeep. Donc il y a un rapport à la vente qui est assez commun. C'est qu'il faut une expertise technique sur le 4x4, sur les moteurs des Alpha. Donc c'est pour ça qu'on cherche aussi des vendeurs qui peuvent avoir ce même état d'esprit. Donc il y a une logique. En plus, ce sont deux marques qui s'adressent à une clientèle plutôt aisée.
avec un profil qui est à la fin relativement commun, et les deux cherchent quelque part une façon de s'exprimer et un rapport à l'automobile qui est différent de la moyenne. Il y a aussi des produits comme le Cherokee et le Grand Cherokee qui ne sont pas des produits bas de gamme. On voit d'ailleurs le nouveau sur les écrans. Comment va-t-il ce bon vieux Cherokee ? Alors ce bon vieux Cherokee, il faut savoir que c'est le véhicule le plus vendu au monde. Alors pas le plus vendu en France, mais c'est le plus vendu au monde chez Jeep. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Jeep aujourd'hui c'est la première marque du groupe FCA. C'est plus d'1 million de véhicules au monde. C'est la première marque au monde de SUV devant tous les concurrents. C'est par exemple, j'allais dire, 3 fois plus que Land Rover. Les gens ne savent pas forcément ça en Europe. C'est une marque extrêmement puissante et dont l'objectif est d'aller à 2 millions. Donc ça c'est l'ambition du groupe. On a présenté aussi un autre modèle il y a quelques jours au Brésil qui va arriver, qui sera certainement dans 2 ans au mondial de l'automobile, qui sera la deuxième pilier de la croissance Jeep dans les années à venir, comme le Renegade. On veut même en faire plus que le Renegade, et c'est le Compass qu'on vient de présenter. Restez avec nous, Sébastien Perret. Rendez-vous bien sûr sur les stands Alfa Romeo et Jeep, tous deux situés à proximité l'un de l'autre dans le hall 1 du mondial. Et puisque on parle de 4x4, on doit aborder le sujet évidemment des normes draconiennes de dépollution. C'est le moment de nous poser la question de l'avenir des motorisations et du diesel en particulier. C'est dans l'écho. Bernard Julien, notre expert filière automobile, les nouvelles motorisations hybrides et électriques peuvent-elles venir ringardiser le moteur thermique et en particulier le bon vieux diesel? C'est une question qui doit être posée parce que les ventes de motorisations diesel baissent en France comme en Europe, et ceci depuis plusieurs années. Oui, alors on est dans l'automobile, donc les évolutions ne sont pas révolutionnaires, c'est toujours des transitions relativement lentes auxquelles il faut s'attendre. On sait qu'on avait un peu rapidement pensé, il y a 4 ou 5 ans, que l'électrique allait faire un carton en quelques mois. On avait les annonces très fortes de Carlos Ghosn à l'époque. Les rythmes sont plus lents, mais le mouvement est indéniable. L'électrique est en train de percer. Renault-Nissan n'est plus seul aujourd'hui à y croire. On a Volkswagen en particulier. Sur le diesel, on est presque surpris aujourd'hui par la vitesse à laquelle la part du diesel en France en particulier est en train de décroître, et par conséquent, sans parler de ringardisation, il y a un rééquilibrage qui est en train de s'opérer, sous l'égide des pouvoirs publics, on le voit très bien en France, mais aussi parce qu'il y a une espèce de retour à la normale ici. On a des clientèles qui roulent relativement peu et qui achètent massivement des petites voitures. Il était presque curieux qu'ils s'équipent aussi massivement en diesel. Aujourd'hui, il y a une espèce de normalisation du marché français qui est en train de s'opérer. Et les constructeurs qui y ont résisté sont presque en train d'inverser. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui frappe sur le mondial, effectivement, c'est toutes les annonces faites autour des motorisations électriques. On ne nous vend plus des diesels ultra performants, ultra économes. On nous vend le véhicule électrique finalement, ou l'électrification. Oui, alors il est clair que si la part du diesel baisse, alors pour les constructeurs, il y a une vraie difficulté pour tenir leurs engagements en matière de CO2 au niveau européen. Dès lors qu'ils constatent cette décroissance de la part du diesel, ils ont besoin d'immatriculer bien plus d'électriques qu'ils n'en immatriculent aujourd'hui, et ils vont par conséquent, 1, tenter de convaincre le public, et 2, essayer de trouver auprès des pouvoirs publics tous les soutiens nécessaires. C'est ce qu'ils ont entrepris c'est le décryptage des messages sur le mondial, effectivement. Voilà, donc ils croient en l'électrique parce qu'ils ont besoin de l'électrique, et ils essayent de faire adhérer le public, qui est aujourd'hui encore un peu réticent, il faut bien le reconnaître. Très récemment, sur l'Allemagne, on a vu le ministre des Transports soutenu par les constructeurs lorsqu'il demandait que le diesel soit banni des villes. Pourquoi ? Parce que si on veut vendre du diesel, comme le public n'adhère pas spontanément autant que le souhaiteraient les constructeurs, ils ont tendance à considérer que, un peu comme en Chine, il faudra qu'en Allemagne ou qu'à Paris, les pouvoirs publics les aident à dissuader le public d'aller sur le diesel pour avoir quelques chances de vendre massivement les électriques qui aujourd'hui, il faut bien le dire, sont limités à une toute petite partie du marché. Oui, on est sur 1% des immatriculations en France, à peu près la même chose en Europe. Oui, on est à 3% déjà sur cette année sur la Chine. Voilà. On va être à 2 millions cette année. On a des ambitions qui vont bien au-delà de ça. Oui. Et quand on est à 3%, comme c'est le cas aujourd'hui en Chine, et qu'on annonce 10 ou 15% à l'échéance 2025, c'est crédible. Quand on était à 0% il y a 6 ans,
et qu'on annonçait 15% sous 10 ans, ça l'était infiniment moins. Et on voit bien les efforts, effectivement, des constructeurs. On voit bien la conversion du groupe Volkswagen, par exemple, qui présente Heidi, non pas la petite fille des montagnes, mais l'interprétation du véhicule électrique démocratique, alors que ce n'était pas joué dans la stratégie du groupe Volkswagen, par exemple. Oui, chez Volkswagen, c'est particulièrement frappant. On avait un groupe qui faisait de l'électrique un peu à la PSA, de l'électrique de témoignage, je dirais, de l'électrique un peu cosmétique. Et puis là, on a une vraie stratégie électrique. Là où on électrifiait des plateformes existantes, on prétend développer des plateformes spécifiquement électriques. Et puis on va même en Chine sur le low-cost électrique en commettant des infidélités avec les deux partenaires traditionnels de Volkswagen en Chine, que sont SAIC et FO. Ils sont partis avec Jacques, qui a une gamme électrique low cost. On a donc une espèce d'alignement sur l'électrique des stratégies VV et Renault-Nissan qui devrait normalement permettre que s'opère plus rapidement le changement rêvé depuis 5 ans par Renault-Nissan. Et démocratiser enfin le véhicule électrique. Merci Bernard Julien, restez avec nous. Puisqu'on parle de coûts d'acquisition, parlons de coûts d'usage de la voiture, de notre bonne vieille voiture, celle qu'on a tous. C'est dans la conso. Combien dépensez-vous réellement pour votre automobile? Didier Bellecker, président de l'Automobile Club Association, vous diffusez chaque année, vous révélez chaque année le budget de l'automobiliste et vous prenez pour votre dernière édition 4 modèles, une Clio Essence, une 308 diesel, une Logan diesel et une Prius hybride pour lesquels vous déterminez en fait tous les coûts liés à l'achat ainsi qu'à l'usage. Quels sont les résultats cette année? Alors clairement, il n'y a pas un budget de l'automobiliste. Il y en a plusieurs. Il y a pratiquement autant de budgets que d'automobilistes. Mais l'intérêt de notre étude depuis 25 ans, c'est que nous gardons toujours le même véhicule, bien sûr, qui évolue au fil du temps avec la modernisation de la production, de manière à ce que notre étude reste comparativement fiable. Alors, le premier budget que nous avons examiné, c'est traditionnellement la Clio Essence d'un petit rouleur qui fait environ 8300 km par an. Eh bien, son budget est de 5800 €, ce qui n'est pas rien. À l'autre extrémité, vous avez par exemple un rouleur professionnel qui a une 308 diesel qui va faire 15 000 km. Lui, il a un budget de 7 954 €. Vous voyez donc qu'il y a évidemment d'énormes différences qui sont liées à la fois au modèle, oui, au carburant, évidemment au kilométrage. Alors qu'est-ce qu'on met dans tout ça? Parce qu'on n'a pas l'impression de dépenser autant pour notre voiture en fait. Alors, il y a évidemment le poste le plus important qui est l'achat. C'est l'achat moins la revente. L'achat moins la revente, ça oui, c'est tout à fait clair. Oui. Et puis vous avez comme en deuxième poste le carburant en général. Ça dépense... Ça se joue entre le carburant et l'entretien. Oui, il y a match entre le carburant et l'entretien. Oui, selon le modèle, selon la motorisation. Oui. Alors, on reste sur ces trois postes. L'achat, ça baisse? Alors, l'achat, oui, il a un peu baissé. C'est vrai que les constructeurs ont fait beaucoup de remises ces dernières années pour vendre des voitures. Donc la part du financement de la voiture... Oui, la part de financement a d'autant plus baissé que les frais financiers liés à l'acquisition ont, eux, considérablement baissé, avec évidemment des taux de crédit les taux qui ont énormément baissé. Les formules de LOA qui existent notamment chez Alpha et Jeep et chez tous les constructeurs. Oui, tout ceci a entraîné une baisse de ce budget. Ouais. Alors le deuxième poste qui a aussi baissé, et ça c'est pour la première fois depuis de nombreuses années, c'est le poste du carburant. Ah oui, alors ça pourtant c'est très fiscalisé, oui, le carburant. Oui, alors c'est un peu une baisse en trompe-l'œil si vous voulez, parce que la baisse du prix du carburant n'a pas suivi celle du prix du brut. L'État a subrepticement profité de la baisse massive du prix du brut pour augmenter les taxes. Mais pas de manière brutale, hein, on s'en est pas aperçu. Oui, enfin il y a eu plein de petites choses, de petites retouches. Alors on a dit on va faire une convergence entre le diesel et l'essence, et puis on a rajouté une taxe carbone, et puis on a un peu bidouillé les choses. Et puis on vient de l'apprendre ce matin, hein, il y a un projet d'alignement, enfin c'est même voté absolument, pour les véhicules, pour les usages professionnels. Mais au résultat, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire qu'en une année, la fiscalisation du gazole est passée de 99% à 201%. Eh oui.
et celle du super de 136% à 210%. Heureusement que les constructeurs nous mitonnent des voitures moins Donc, énergivores quand même. Hein. C'est quand même le produit mondialement le plus taxé, le carburant en France. Ouais, tout à fait, oui. Finalement, la TICPE en France, c'est la seule énergie renouvelable. Ouais. L'assurance, c'est un poste intéressant parce Oui. que dans les 4 modèles que vous avez Oui. passés au crible, la Prius est la plus chère en assurance Oui. véhicule hybride. Oui. C'est curieux. Oui, alors on a interrogé les assureurs à ce sujet. C'est une question souvent de prix de réparation. Ce sont des voitures assez complexes. Ouais, on a l'impression, pourtant, on nous vend l'idée que c'est plus simple à réparer, à entretenir en tout cas. À entretenir peut-être, à réparer peut-être pas. Ah, voilà. Il y a beaucoup d'électronique. Vous avez en fait pratiquement deux voitures, hein, une voiture électrique et puis une voiture à moteur à explosion, plus tout ce qui va entre les deux pour les coordonner. Donc ce sont des voitures assez complexes et c'est ce qui explique. Mais de manière générale, le coût de l'assurance a augmenté d'environ 1,4%. Il représente quel poids pour terminer sur les grands postes dans le budget global de l'automobiliste? Dans le budget de l'automobiliste, par exemple, si on prend une Clio diesel qui va vous coûter 6 000 € par an, par exemple, l'assurance représente 700 € à peu Voilà, près. c'est 11% à Voilà, peu près. 11%. Et on rappelle, et on a eu une émission Good Morning Mondial consacrée aux nouvelles assurances à l'usage. Si vous roulez peu, étudiez ces solutions qui vous sont offertes pour faire baisser cette partie du budget de l'automobiliste. Merci Didier Bellet qui est resté avec nous. On court après le temps. Je vous propose de découvrir tout de suite ce fameux métier. Vous savez, on disait toujours, tu seras garagiste, mon fils. Eh bien, on le découvre, c'est dans les pros. Et Jean-Baptiste Albouy, directeur des réseaux automobiles chez AD, chez Autodistribution. Votre papa vous disait, tu seras garagiste, mon fils? Alors je ne sais pas si je suis garagiste, aujourd'hui je suis responsable d'un réseau, donc c'est peut-être un petit peu différent. Vous êtes animateur de réseau de Voilà, garage. animateur de réseau de garage, donc de réseau indépendant, qui aujourd'hui compte avec la partie carrosserie plus de 2000 réparateurs et donc il n'a pas fini de grandir, je dirais, pour imposer, je dirais, la marque AD au niveau du grand public, hein, puisque c'est l'objectif et je pense que c'est l'intérêt de nos réparateurs de nous rejoindre. Alors avant de rentrer dans le détail du métier de réparateur, l'expression « si tu ne réussis pas tes études, tu seras garagiste, mon fils », ça c'était le temps de papa, c'est terminé. Oui, c'est terminé puisqu'on vient d'en parler, hein, que ce soit dans les 3 intervenants précédents, on a parlé de la technicité, beaucoup, de la technologie Il y en qui a devient partout sur les allées du mondial. Exactement incontournable. Donc pour réparer de l'électronique et de l'électricité, c'est quand même relativement complexe aujourd'hui et il faut des études, il faut une connaissance, une compétence et il faut se former aussi. Parce que la réalité de ce métier aujourd'hui, finalement, il y a quoi? Il y a 20 000 garagistes en France, entre les garages indépendants que vous soutenez, hein, Bien entendu, par le panneau AD, et les agents de marque qui sont un petit peu de la même, je dirais, de la même corporation finalement, oui, des artisans automobiles ou des petits entrepreneurs. La réalité, c'est celle de voitures qui sont équipées de technologies extrêmement sophistiquées, pas seulement celles qu'on voit dans les allées du mondial, hein, même celles qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, hein, puisque l'âge moyen du parc c'est 9 ans. Celles-ci, il faut les réparer. La formation est fondamentale aujourd'hui? Oui, c'est je dirais, c'est la nécessité et ce qui permettra à nos réparateurs de perdurer dans le temps, puisque l'électronique se complexifie. Il faut se former, il y a des nouvelles technologies. Si on vient 10 ans en arrière, l'hybride était balbutiant. Aujourd'hui, on en est au 100% électrique. Forcément, il faut se former. Vos garages AD sont habilités à intervenir? Alors, certains, oui, et le reste doivent ouais. le devenir, puisque ça devient quelque chose qui, on le voit sur les années à venir, dans les 4-5 ans, on aura sans doute un parc beaucoup plus important qu'aujourd'hui, de l'ordre de 10 à 15%, je pense, de véhicules électriques. Eh bien oui, voilà, ça fait écho à ce que disait Bernard Julien tout à l'heure. On a aussi quelque chose de très intéressant, c'est tout ce qu'on ne sait pas, le grand public, sur le diagnostic. Hein. C'est compliqué le diagnostic électronique aujourd'hui, et on a des plateformes de diagnostic distant qui peuvent prendre la main sur le véhicule. Exactement, donc nous sommes assez précurseurs dans le domaine parce que la force de l'autodistribution, c'est d'avoir des équipementiers de référence dans ses fournisseurs. Eh oui. Je ne citerai pas les noms parce que je fournissent ne peux pas en eux-mêmes, oublier. Si on peut en citer, il y a Valeo, Forcia sur Bosch notamment aussi. Sur le salon, Valeo, Forcia. Donc ce sont des partenariats particuliers puisqu'ils développent des outils qui sont complètement interfacés avec nos catalogues électroniques, donc ce qui permet justement d'aller un petit peu plus loin dans le diagnostic.
Hein, c'est pas tout d'avoir un code défaut, mais un code défaut, quand vous avez toutes les marques à réparer, ça devient compliqué. Alors, donc le code défaut, c'est ce qui ressort de l'analyse du boîtier de l'outil diagnostic voilà, électronique. Voilà, il vous dit pas, il faut faire ça, il faut faire ci. Il va vous dire, voilà, tel Parce détail, qu'aujourd'hui, on met plus la clé de 12. Hein. On branche alors, on branche ce qu'on appelait la valise il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, ce sont des outils de diagnostic extrêmement performants. D'ailleurs, qu'on ne peut plus acheter tellement ils sont coûteux. On les loue. Alors, je dirais peut-être pas jusque-là, ça dépend de l'usage que vous en avez. Aujourd'hui, nos réparateurs achètent leurs outils de diagnostic. Mais il faut plusieurs outils pour réparer. Il faut plusieurs outils, en effet. Vous êtes multimarque. Nous sommes multimarques. Alors, bien entendu, notre distributeur et les services techniques de nos distributeurs les aident. Vous parliez tout à l'heure de la hotline technique. Nous avons une hotline technique au niveau de nos réparateurs qui leur permet, qui peut même prendre la main sur le diagnostic véhicule à distance. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est impressionnant. Assez récentes, oui, tout à fait. Et puis, il y a une dernière chose aussi. Hein, on quitte la technologie pour parler de la relation client. Elle évolue fondamentalement, cette relation client, puisqu'aujourd'hui, on veut pouvoir donner son avis sur un réparateur que l'on a vu. On veut pouvoir prendre un rendez-vous en ligne, et ça c'est possible aujourd'hui avec vos adhérents. C'est tout à fait possible avec le réseau AD de voir son devis et de prendre rendez-vous directement en ligne sur Internet. Donc ça c'est un gros effort. Un effort au niveau de nos réparateurs de s'habituer à ces nouveaux outils parce que derrière il y a toute une gestion du back-office. Hein. Je pense notamment au congé. Hein. Il ne faut pas oublier de dire que nous sommes en congé pour éviter d'avoir des rendez-vous et le garage fermé. Oui. Et surtout, c'est une forme de transparence aussi, puisqu'on va donner des indications sur les tarifs que nous pratiquons. Et la transparence vis-à-vis du consommateur est essentielle dans un monde aujourd'hui de communication. On va vous faire réagir Bernard Julien. Pourquoi, Bernard Julien, les petits garagistes qu'on disait morts ne le sont pas ? Je crois qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension cruciale qui est celle du vieillissement du parc et de disponible pour l'automobile qui a tendance à se limiter. Hein. On sait que tous les ménages un peu contraints, la variable d'ajustement dans leur budget automobile, c'est l'achat. Hein. Ils le diffèrent. Ils gardent très longtemps leur véhicule. Ils achètent d'occasion, pour ce qui concerne les ménages français, 6 fois sur 7 pratiquement. Et puis il y a 5,5 millions de véhicules d'occasion qui s'échangent chaque année pour 2 millions de véhicules neufs. Voilà. C'est 2,5 fois plus. Donc c'est exactement là que les garages se sont mis, si vous voulez. Ils ont suivi les clientèles dans le vieillissement de leur parc et dans la technicité croissante d'un parc ancien. Et ça, ils ont su le faire, soit avec les constructeurs, certaines fois, soit, et c'est assez remarquable, avec des acteurs comme AD, qui leur apportent effectivement cette faculté de passer le cap technologique sans faire exploser les coûts acquittés par le client et en restant dans une prestation de proximité qui est particulièrement adaptée à ces clientèles qui négocient un peu. Hein. Le garagiste, il est capable de dire ça, il faut le faire cette fois-ci, ça, on le fera la fois suivante. Il est capable d'ajuster sa prestation à la loi de roulage et au portefeuille du client. Et c'est évidemment de cela que les clientèles leur sont grées. Il joue toujours son rôle de voisin utile, Jean-Baptiste Albouy. Exactement, hein, c'est de la proximité. Il y a une relation de confiance qui doit rester et qui doit perdurer et qui doit être améliorée, je dirais, par les outils, notamment le digital. Didier Bellecker. Oui, ces réflexions sont à rapprocher de la nouvelle réglementation qui va obliger les réparateurs à proposer des pièces d'occasion. Tout ceci s'inscrit aussi dans la limitation du budget. Votre honneur, des pièces de réemploi. Oui. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Absolument, en fait. C'est des pièces d'occasion, ça parle mieux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, et là, il y aura évidemment un rôle de conseil aussi du garagiste qui sera important à ce titre pour le consommateur. Une question pour vous, Sébastien Perret. Donc, au sein du réseau Alfa Romeo et du réseau Jeep, on répare aussi les voitures, puisque les Alfa, ça dure longtemps, et il y en a beaucoup d'anciennes dans le parc. Est-ce que vous faites des efforts pour proposer des tarifs un petit peu plus serrés, parce que on a tous en tête l'idée que le concessionnaire, c'est très cher. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? En entretien, bien sûr. Il ne faut pas se voiler la face. L'automobile est un coût important pour les consommateurs. Maintenant, les réseaux officiels des constructeurs ne sont pas plus chers que d'autres réseaux. C'est souvent une image aujourd'hui, vous avez beaucoup fait d'efforts. Surtout sur les voitures plus anciennes, il y a un système de forfait. Donc, c'est tout ce genre de choses qu'on développe. Et aujourd'hui, vous pouvez vous-même comparer consommateurs et vous serez surpris qu'il n'y a pas cet écart qui est dans l'imaginaire populaire.
Jean-Baptiste Albouy, chez Autodistribution, chez AD, dans les garages, vous avez aussi plusieurs niveaux de prix à proposer, des forfaits. Tout ça, vous savez le faire. Hein, les centres auto n'en ont pas la panacée. Et les réseaux concessionnaires non plus. Nous sommes obligés d'écouter aussi la clientèle. Hein, et donc, ça fait partie, bien entendu, des solutions à apporter. On a des gammes de réparation qui vont du véhicule très récent, qui est encore sous garantie constructeur pour un entretien. Pour laquelle elle est préservée lorsqu'on va dès le premier jour chez un réparateur indépendant. Beaucoup de réseaux de réparation indépendants, on va dire. Bien entendu, c'est un gage de qualité. Hein. Je rappelle que les prestations faites dans le réseau AD sont garanties 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Aujourd'hui, oui, voilà. Il n'y a pas de réseau qui fait ça au niveau même des constructeurs, je pense. Et donc, c'est vraiment une spécificité, c'est un engagement de l'AD et de l'autodistribution derrière. En effet, on a aussi des gammes pour les véhicules plus anciens, parce qu'il y a un moment où, quand vous donnez le coût d'une prestation et que ça vaut le coût du véhicule, ça pose problème. Bien donc, sûr, il faut ça vraiment fait s'adapter. partie effectivement du rôle des réparateurs et en particulier donc des adhérents AD. Merci Jean-Baptiste Albouy. Alors justement, puisqu'on parle de bons plans, passons au bon plan. Et oui, et les bons plans du mondial, quitte à nous répéter, c'est le rêve automobile, bien sûr. Des voitures, il y en a plus de 1000 exposées sur le salon et 80 nouveautés, dont ces modèles premium que nous avons filmés. Allez, rêvez un peu avec nous. On démarre chez Maserati avec leur nouveau SUV, le Levante. Agressif, puissant, ce sont les mots qui viennent immédiatement à l'esprit. Travailler pour l'aérodynamisme, avec les détails typiques de la marque, comme les 3 œillets latéraux ou les optiques effilées, le véhicule est également équipé de 3 modes de conduite pour varier les sensations et d'un 4e pour optimiser sa consommation de carburant. On poursuit chez BMW avec le design du X2 Concept, qui annonce probablement le prochain tournant stylistique de la gamme X, avec notamment l'ajout du logo sur les côtés du véhicule, en référence à l'iconique 507. Le design est presque définitif, à l'exception de détails comme les jantes, les optiques et le bouclier qui perdra peut-être en agressivité. La série 3 Gran Turismo présente ses nouvelles motorisations et équipements. Les moteurs essence gagnent en puissance, les diesels conservent leurs caractéristiques, mais les émissions polluantes ont été optimisées. Le style de la voiture a également été rendu plus fluide. Sur le stand Mercedes, on découvre la classe E-Break. La face avant reste la même, mais l'arrière a été renouvelé, avec une transformation des lignes carrées vers un style plus fluide et dynamique. Le break voit également l'ajout d'équipements comme par exemple l'ouverture du coffre automatique en passant le pied sous le bouclier. Le all-terrain, quant à lui, nous présente un vrai arsenal avec ses suspensions pneumatiques et ses 4 roues motrices. L'AMG GT-R est la vedette du stand Mercedes avec sa couleur verte très particulière. Mais sous cette couleur chatoyante, tout est centré sur la performance. 75 chevaux de plus que la GTS, soit 585 chevaux, et un allègement de 90 kg grâce à l'utilisation massive de carbone. 0 à 100 en 3,6 secondes et une vitesse de pointe de 318 km/h. On reconnaît bien ici le savoir-faire d'AMG. La mythique SLS est battue. Land Rover nous présente sur le salon sa vedette, le nouveau Discovery. Une vraie machine à tout faire qui allie efficacité tant sur route qu'en off-road, mais aussi modernité et charisme à l'anglaise. Le géant Audi expose son nouveau Q5 deuxième génération redessiné. Un véhicule bardé d'aide à la conduite avec pas moins de 30 dispositifs électroniques de sécurité. Le nouveau Q5 est également disponible en version hybride rechargeable en gamme e-tron. Le dernier Q2 de son côté se démarque par son design nouveau qui répond à la demande actuelle de SUV compacts. 3 versions sont disponibles, Design, Design Luxe et S-Line. Et Sébastien Perret, des bons plans, il y en a aussi sur les très bons Alpha et plans Jeep. sur Alfa Romeo et Jeep. Il faut savoir qu'au salon, on vend. On a battu tous les records de vente sur Jeep et Alfa cette année, grâce ce que disent notamment. aussi vos confrères. Oui, mais je pense que le salon, il y a un peu moins de personnes qui viennent, mais il y a plus d'acheteurs, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et comme on parlait de taux de crédit, il y a un taux de crédit imbattable, c'est 0%, donc profitez-en. Vous pouvez C'est pas jusqu'à faire dimanche. moins, votre honneur. Légalement, on ne peut pas. Vous pouvez pas donner de l'argent au client quand il prend une voiture. Venez sur notre stand, vous verrez, vous serez surpris par les offres, les mensualités et les taux de crédit qui aujourd'hui sont très attractifs.
Rendez-vous donc au Mondial de l'Automobile. Ce soir, c'est nocturne, vendredi 14 octobre. Et puis, il reste ensuite le long week-end, samedi, dimanche. Alors, venez plutôt samedi, petit conseil de spécialiste, parce que dimanche, c'est la folie au Mondial. C'est le dernier jour et vous en profitez aussi tous. Alors, si vous voulez faire la fête, il y aura aussi sans doute des petits jus de fruits, des choses comme ça à boire. Évidemment, pas d'alcool. On est dans la modération au Mondial. Merci à nos invités. C'était la dernière de Good Morning Mondial. Alors, un grand merci très sincère à vous d'avoir participé à cette aventure. On se retrouvera à 11h avec Autotechno et Laurent Meillot. À 14h, l'automobile dans tous ses états avec Nicolas Lefrançois. Et j'ai quand même le plaisir et l'honneur de vous retrouver à 17h. Et on sera les 3 présentateurs pour la dernière de On refait le mondial. Bye bye, à très vite.